s'il y a une chose dont on se rend compte, toutes et tous, je crois, c'est que on n'a jamais été aussi distants les uns des autres. D'abord par le confinement, mais aussi parce qu'on vit dans des bulles qui sont très fermées les unes des autres. Et il y a un besoin de réconciliation. Réconciliation avec soi-même d'abord, et c'est un sujet que je traite beaucoup sur le podcast, mais aussi réconciliation avec les autres, avec la nature, avec d'autres peuples. Réconciliation, c'est un mot qui est très fort, et c'est le titre du dernier livre de Abdelmalek, qui est mon invité aujourd'hui. Abdelmalek, vous le connaissez sans doute, c'est un artiste évidemment. Et ensemble, on va parler de cette réconciliation. On va parler aussi de son projet qui s'appelle Hiya, Hiya, qui est un projet dans lequel justement il essaye de faire cette réconciliation. C'est une conversation évidemment passionnante, j'ai l'habitude de le dire, vous le savez, mais vraiment profonde et qui permet d'envisager autrement sans doute la politique, le rôle de chacun, de chacune aussi. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Abdelmalek. Bonjour, bonjour. Ça fait hyper plaisir de faire un second épisode avec toi. On va parler d'un sujet qui est la réconciliation, qui est un sujet politique, mais pas que en fait. Et ça me touche parce que, évidemment, avec les élections qui arrivent présidentielles en France, c'est un sujet central. Tu parles beaucoup, souvent, dans ce livre, mais par ailleurs, de faire société. Pour toi, ça veut dire quoi de faire société ? Ben, si tu veux, on est dans une époque où moi j'ai le sentiment profond que la com, pour le coup, a tué toute forme de communication. C'est-à-dire que on est souvent dans des attitudes, des postures préétablies, etc. Comme si on était dans des espèces de cases et qu'on pouvait pas bouger de ces cases et qu'on pouvait pas. Donc on dit des choses et si on n'est pas nécessairement en phase avec les choses qu'on dit, c'est pas grave puisqu'on reste dans sa case finalement. Et pour moi, faire société, faire peuple, c'est le fait de se dire ok. Et si on mettait en cohérence toutes ces idées, ces paroles positives, etc. qu'on dit, mais on les met vraiment en action, on les met en mouvement, on les met en lien entre le dire et le faire. Et cette action-là, ce mouvement-là, pour moi, c'est faire société, c'est faire peuple. Parce que pour le coup, on cherche l'harmonie dans l'harmonie réelle, concrète, dans comment on vit ensemble, véritablement. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est un processus, d'une certaine manière. Et c'est un processus qui est à la fois concret et symbolique. Concret dans ce que je viens de te dire, et symbolique dans le fait que faire société ou faire peuple, c'est pas dans une démarche qui serait, comment dire, je dirais, pour employer ce mot, je dirais, ça serait pas une démarche qui serait nationaliste ou auto-centrée ou c'est le symbole du lien du lien qu'on doit avoir en tant qu'être humain, de l'harmonie qu'on doit trouver en tant que femme et homme de manière globale et j'ai presque envie de te dire de manière planétaire. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est tout ce processus que j'appelle faire société, faire peuple. Et quelquefois je dis faire France aussi, enfin ça dépend. Ouais, complètement. Et c'est intéressant parce que quand tu parles, moi, ce que je vois en ce moment, je dis ça régulièrement, mais j'ai l'impression de vivre de voir deux matrices. Tu vois, il y a une matrice qui est celle que tu décris, d'un peuple qui se réconcilie. Et on va y venir. Et puis de l'autre côté, je vois, tu vois, des tensions extrêmement fortes. J'ai reçu un géopoliticien qui explique qu'on doit se réarmer, que voilà, on va rentrer en guerre, en particulier à cause des ressources. Et c'est vachement intéressant parce que je vois vraiment ces deux matrices qui bougent. Et en fait, c'est très étrange d'observer. Je sais pas si toi tu observes la même chose. Tu vois, quelque part, on a l'extrême droite qui est le parti préféré des jeunes en France. Et de l'autre côté, il y a effectivement tout ce développement auquel tu fais référence, tu vois, qui est beaucoup plus autour de l'amour, de la compassion, de l'entraide, du communautaire. Comment toi, enfin, c'est quoi le regard que tu portes là-dessus et c'est quoi le regard que tu portes sur la France ? Ben, tu sais, moi je pense que tout est lié. C'est-à-dire quand ton géopoliticien dit qu'il faut s'armer, etc., je pense qu'il a raison, il faut s'armer. Sauf qu'il se trompe d'armes, de mon point de vue.
C'est-à-dire que c'est l'arme pour le coup, et tu l'as dit, l'arme de l'amour, les armes de l'empathie, les armes du courage, les armes du dialogue, etc., etc. C'est-à-dire que en fait, quand tu parles d'extrême droite et que le parti préféré des Français, des jeunes en tout cas en France, etc., c'est tout simplement parce que on n'a pas proposé, ou plutôt, on a proposé des choses, on a parlé de choses positives, mais ces choses positives se sont arrêtées au niveau des paroles. Et ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on dit, on parle de, oui, on doit vivre ensemble, on doit faire en sorte que, plein de toutes ces paroles positives, etc. Et on se rend compte que souvent, c'est des arguments électoralistes, c'est des arguments marketing, c'est de plein de choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure lié à la com. En fait, c'est juste des éléments de langage. Et d'une certaine manière, la jeunesse d'aujourd'hui, qui est, comment dire, qui se sent véritablement concernée par son présent et son avenir, dans le monde dans lequel cette jeunesse vit, etc., eh ben, d'une certaine manière, elle en a assez, elle veut des choses concrètes. Or, les seuls qui proposent des choses concrètes, qui agissent concrètement, finalement, c'est ceux qui sont du côté j'ai presque envie de te dire, de l'obscurité. Et l'obscurité, c'est toujours un point de vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, t'es dans une démarche positive, etc., tu veux faire avancer les choses, tu te dis, ben, moi, je suis du côté de la lumière, j'essaye de... Sauf que ceux qui sont du côté... de l'obscurité, en tout cas de mon point de vue, j'ai envie de te dire, eh ben ils disent non, nous on n'est pas du côté de l'obscurité, nous on fait avancer les choses, nous on donne des réponses concrètes, nous on bouge, etc., etc. Donc en fait, pourquoi je te dis tout ça, c'est que le fond du problème, c'est une question de culture, et c'est pour ça que pour moi la culture est au centre. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être contre la violence, contre toutes ces choses négatives, mais si dans nos programmes télé on continue à mettre en avant ce qui est négatif, on continue à mettre en avant la violence, on continue à mettre en avant ce qui nous sépare, etc., sous prétexte cathartique, sous prétexte de fiction, etc., alors que on fait la promotion d'une certaine culture. Et ben, ça ne changera pas, les choses ne pourront pas changer. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent véritablement que pour changer les choses, c'est sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'on doit non seulement parler enfin, le vivre ensemble, faire du lien, être positif, penser à la planète, etc. On doit non seulement le dire, mais on doit aussi le faire. Et ça fait partie d'une culture. On doit aussi, dans nos productions artistiques, dans notre rapport aux autres, dans notre être au monde, on doit être comme ça. Et c'est comme ça qu'on changera véritablement les choses. Donc, la réalité, c'est qu'il y a un travail au niveau de la cohérence, il y a un travail au niveau de la culture. Et c'est pour ça que pour moi, je dis et je le dis assez souvent, que je crois plus, depuis longtemps maintenant, que je crois plus aux politiques, ou en tout cas à la politique politicienne. Parce que précisément, eux sont dans cette démarche où le dire n'est pas en phase avec le faire. Ou en tout cas, ils vont te dire quelque chose dans une certaine période, et même peut-être agir d'une certaine manière. Et quand effectivement ils seront... en place, quand effectivement ils seront au pouvoir, quand effectivement ils auront la possibilité de changer les choses, eh ben ils ne les changeront pas. Est-ce que tu crois que c'est un manque de courage? Parce que souvent quand il y a un problème, pardon, souvent quand il y a un problème entre l'acte et la parole, c'est lié à un manque de courage. Non, tu crois pas? Pour moi, c'est un problème de culture. C'est un problème de culture. C'est-à-dire que quand le courage, il y a aussi la culture du courage. C'est-à-dire que si matin, midi et soir, on voit des femmes et des hommes volontaires qui font bouger les choses, qui se battent et on les voit partout, eh ben même si on a un peu un manque de courage à titre personnel, eh ben on va se dire non, là il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas avoir cette attitude-là. Donc en fait, c'est que tout ça est dans si les politiques fonctionnent comme ça, c'est parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Même je dirais autrement, c'est même pas qu'ils pensent, c'est presque des attitudes réflexes. C'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, c'est comme ça que leurs mentors en politique ils les ont poussés de cette manière, etc., etc. Donc c'est aussi simple que ça. On est dans un monde où la culture c'est celle du paradoxe, où la culture c'est celle de l'incohérence, où la culture c'est celle précisément du manque de courage. Et tu fais référence beaucoup, tu fais la similarité entre les auteurs de rap et la poésie. Pour toi, les poètes doivent être... en fait, ils sont engagés par défaut, ce que tu dis. C'est un peu l'épisode qu'on avait enregistré la première fois, d'ailleurs, sur le rôle des artistes dans la transformation de société. Ouais.
est-ce que les artistes aujourd'hui, et on avait parlé de ça la dernière fois, du fait que il y a beaucoup d'artistes qui entre guillemets font du business avant de faire de l'art quelque part, tandis que ce que tu défends, j'ai la sensation, c'est de vouloir avoir un impact sur le monde, quitte à toucher une seule âme. Est-ce que tu crois que c'est que les artistes devraient être plus engagés, plus sensibles à leur rôle Mais sur ils le la sont. société? Ils le sont. Ouais. Encore une fois, j'ai envie de te citer Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu me poses cette question, dans cette catégorie, tu dis artistes de gens qui ne sont pas des artistes. C'est-à-dire, encore une fois, les vrais artistes, et j'aime pas dire les vrais parce que ça voudrait dire les vrais, les faux. Non, en tout cas, les artistes font bouger les choses. Mais il y en a pas tant que ça finalement. Alors on étiquette, on va dire de certaines personnes que ce sont des artistes, mais ce ne sont pas des artistes. Donc ils n'ont pas vocation à faire bouger les choses ce ne sont pas des artistes. Mais comme aujourd'hui, on va dire de tout le monde, à partir du moment où quelqu'un va un peu pousser la chansonnette, ou quelqu'un va faire quelque chose qui sera un peu, on va dire, qui sera où il y a cette confusion entre l'entertainment, entre le divertissement et le fait d'être artiste, par exemple, cette confusion-là. Donc, finalement, tous ceux qui se mettent devant un micro, tous ceux qui ont une guitare, tous ceux qui se mettent devant un film, etc., tout le monde est artiste, en fait. Ce qui n'est pas vrai. Et encore une fois, c'est pas un jugement. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit être artiste, mais seulement, à force de dire que tout le monde est artiste d'une certaine manière, ou de considérer tous ces gens qui pratiquent le divertissement, qui ont ce métier-là, et du coup, il y a une sorte de confusion. Et du coup, tu me poses cette question. Tu me poses cette question parce que précisément, dans ce que tu catégorises comme artiste, il y a des gens qui ne le sont pas. Et encore une fois, les artistes, et j'en fais partie, notre travail, ou en tout cas notre activité, ce n'est pas le divertissement. C'est autre chose. Mais ce n'est absolument pas le divertissement. Et c'est dans ce autre chose que se trouvent les femmes et les hommes qui peuvent véritablement changer les choses et qui changent les choses de fait. Tu sais, c'est marrant quand tu dis ça, ça résonne énormément. Et on m'a posé une question sur Clubhouse la semaine dernière où on me disait, on parlait du rôle de la publicité. Il me disait, mais aujourd'hui, la publicité, c'est beaucoup les influenceurs. Et tu sais, il y a ces personnes qui sont à Dubaï, ces gros influenceurs qui sont suivis par plusieurs millions de personnes, et qui me disaient, mais comment on fait bouger ces gens-là? Parce que eux, ils sont, tu vois, je sais pas s'ils se considèrent comme des artistes, mais en tout cas, ils sont totalement dans le divertissement et ils sont dans un mode de société qui est quasiment, qui pour moi est sans doute la meilleure description de ce qu'on pourrait dire la société moderne, ou tu vois, le 20e siècle quelque part. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là en fait? Parce que malgré tout, c'est ça qui est triste, ou je sais pas comment toi tu l'envisages, mais j'ai la sensation que les gens qui sont le plus suivis sont les gens qui font du divertissement et moins parfois les artistes, et c'est ça qui est malheureux quelque part aussi. Tu sais, Greg, c'est pas malheureux en fait. C'est juste que comment dire, on vit le règne de la quantité. C'est-à-dire que ce qui compte, et même si on a l'impression que c'est la quantité qui fait bouger les choses, mais la quantité ne fait jamais bouger les choses. Ce qui fait véritablement bouger les choses, c'est la qualité. Donc, tu pourras prendre les milliards d'influenceurs que tu veux, avec tout le respect que j'ai pour ces femmes et ces hommes. En tant qu'être humain, il n'y a aucun problème, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais si tu veux, ce qu'ils développent, ils développent quelque chose qui ne peut pas faire bouger la société hors de son cadre, j'ai envie de te dire, société moderne, mais au sens négatif du terme. Quand je dis au sens négatif, c'est-à-dire hors d'une forme d'individualisme, hors de la course au succès, hors de la concurrence, hors de la loi du plus fort, etc. Donc, ils peuvent représenter les milliards qu'ils veulent, mais c'est pas dans ces milliards que se trouve le changement. Il n'est pas là. Pour faire changer les choses, il faut sortir de ça. Précisément, il faut sortir de cette démarche-là. Précisément, il faut sortir de cette vision du monde. Donc, ça ne m'attriste pas, puisque ils peuvent être aussi nombreux qu'ils ont envie d'être, ou qu'ils peuvent être, ou qu'ils veulent être, mais ils ne changeront pas les choses. Même si ils peuvent s'illusionner dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une réalité. Et encore une fois, je les respecte, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais c'est juste que, si tu veux, ils n'ont pas l'organe. Ils n'ont pas l'organe pour le changement. Que ce soit l'organe concret ou symbolique, etc. Donc à partir de là, c'est pas vers eux qu'il faut chercher la porte de sortie, parce que eux suivront. Parce que si tu veux, c'est des influenceurs, mais si tu veux, ces influenceurs sont les premiers influencés d'une certaine manière. C'est les influencés numéro 1.
Et on les appelle les influenceurs, mais parce que d'une certaine manière, ils sont influencés par le règne de la quantité. Et du coup, ils deviennent les leaders des influencés. Et c'est pas vers les influencés. Les influencés sont des suiveurs. Même s'ils ont une position de capitaine, etc. Mais en fait, ce n'est qu'une image. La réalité du changement, elle se situe dans les marges. La réalité du changement, elle se situe dans la périphérie. Et le travail d'artistes comme moi, c'est de mettre la périphérie au centre. Et quand on aura réussi à mettre véritablement la périphérie au centre, quand on aura changé la culture, la mentalité globale, eh ben, ces influenceuses, ces influenceurs, eh ben, nous suivront. Ils viennent, parce que et ils seront influenceurs et influenceuses, mais du bon côté et de la force, si tu veux. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut pas chercher les choses dans la quantité. Parce que ce monde, et le monde de la matière et le monde de la quantité nous fait croire que c'est là que ça se joue. Mais c'est pas là que ça se joue. Il suffit d'une seule ou d'un seul. J'aime beaucoup cette idée, effectivement, et je trouve ça hyper beau. Et en même temps, quand je t'écoute et que tu parles du rôle des artistes, au sens où tu l'as indiqué, et que je vois la politique, je me demande, et tu vois, j'avais fait cet épisode avec Alice Barbe, où elle disait, il faut réinventer la classe politique. Il faut sortir de l'idée que uniquement des gens qui ont fait l'ENA ou feu l'ENA doivent être dans la politique, mais il faut des militants, il faut des artistes qui s'engagent et qui trouvent, alors que parfois ils pensent que ils n'ont pas forcément les reins pour le faire ou c'est pas leur rôle de le faire, mais qui s'engagent en politique et qu'on change le jeu politique. Est-ce que toi, tu penses que tu dois avoir ce rôle-là, ou enfin pas toi spécifiquement, mais les artistes peut-être de manière générale? Moi, regarde, moi je suis plus radical que ça. C'est-à-dire, je pense pas qu'il faille changer la classe politique. Il faut changer l'humanité. Quand je dis l'humanité, c'est-à-dire notre tous ensemble, notre être au monde. Parce qu'encore une fois, quand on parle de la classe politique, si tu veux, ce n'est qu'une émanation de quelque chose. Et en fait, changer ça, c'est mettre un pansement d'une certaine manière sur jambe de bois. En fait, ce que je veux te dire, c'est-à-dire que la meilleure des choses, si on a vraiment envie de changer, on doit faire tout en même temps. Et pour pouvoir tout faire en même temps, en fait, il faut changer l'individu, il faut changer l'être. Et une fois que l'être, d'un point de vue individuel, il change, il va se connecter avec d'autres êtres qui individuellement aussi sont dans cette démarche-là, et ensemble, ils vont changer l'humanité. Donc finalement, quand tu parles de classe politique, tu parles de la forme, tu parles d'une forme. Mais ce qui compte finalement, c'est pas la forme, elle peut évoluer. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'une certaine manière, tu parles de méthodologie, alors que moi, je te parle de l'être qui doit être mis en mouvement. Encore une fois, c'est pas la méthode. Le problème, c'est pas la méthode. C'est l'être qui pratique la méthode. C'est-à-dire, tu pourras donner la meilleure des méthodes, la plus efficace à un être. Si cet être est corrompu, si cet être a une vision égoïste, égocentrée, individualiste, qu'importe la méthodologie, sa nature va prendre le pas et on va recommencer. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que pourquoi les artistes sont importants? Parce que les artistes permettent le changement global. D'une certaine manière, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les artistes, c'est l'équivalent, je sais pas moi, dans la société moyenâgeuse, des saints, par exemple. Ce que les rôles qu'avait le rôle du saint dans la société médiévale, par exemple. C'est-à-dire que c'est des êtres qu'on écoute et qui permettent le changement. Et j'ai presque envie de te dire le changement presque chimique, cellulaire, vibratoire, c'est-à-dire le changement profond et pas juste le changement en surface. La surface, c'est rien, j'ai envie de te dire, tu grattes et puis c'est fini. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc moi, si tu veux, ma proposition, c'est pas de dire oui, il faut changer la classe politique, ou oui, il faut changer le monde de la culture, ou il faut changer. Non, en fait, c'est qu'il faut changer les êtres à l'intérieur de la machine. Et la machine suivra. Elle est faite pour suivre. Et alors, tu vois, la question est assez naturelle pour moi, mais et je voulais te faire référence au soufisme parce que t'en parles et tu parles de la manière dont t'es arrivé à l'islam, etc. Mais comment on fait ça? Comment on change les êtres? Ben, déjà, encore une fois, tu sais, moi, ado, j'ai été marqué par, c'est-à-dire, bon, j'ai été très tôt un grand lecteur, en tout cas un lecteur assidu, et les premières lectures qui m'ont vraiment... C'est lié à mon histoire de vie, bon, on va pas s'étaler dessus, mais en tout cas, les premiers auteurs qui m'ont marqué, c'était toujours des auteurs, on va dire, qui réfléchissaient en termes de philosophie de vie.
Donc du coup, les stoïciens m'ont marqué énormément. Tous ces grands mouvements, les mouvements antiques et ensuite des figures, des grandes figures du Moyen Âge. Je sais pas, Dante. Plus tôt, des gens comme Saint Augustin, etc., etc. C'est-à-dire des figures qui réfléchissaient non seulement à leur impact sur la société, mais leur cheminement en tant qu'être. Et du coup, ils réfléchissaient sur deux plans, c'est-à-dire sur le plan à la fois individuel et sur le plan collectif. Mais toujours en parallèle, ils marchaient d'une certaine manière sur ces deux jambes. Et donc, si tu veux, très tôt, donc forcément, ayant ce genre de lecture, grandissant dans une famille pratiquante, catholique, et ben si tu veux, la chose spirituelle, elle a toujours été importante pour moi d'entrée. Et si tu veux, ensuite, il s'agissait de trouver pour moi ce qui était en correspondance avec mon être, avec qui j'étais, dans le monde dans lequel je vivais, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'islam, d'abord d'un point de vue livresque, et c'est ensuite, dans un deuxième temps, c'est comme ça que j'ai découvert le soufisme, qui est finalement le cœur de l'islam, qui est finalement si l'islam a comme nos différentes religions monothéistes, il y a la forme exotérique, c'est-à-dire l'extérieur, le dogme, etc., mais qui ne prend sens que lorsque ça fonctionne en parallèle avec sa partie ésotérique, c'est-à-dire sa partie précisément et purement spirituelle. Ça fonctionne ensemble, c'est consubstantiel. Et quand j'ai découvert ça, si tu veux, ça a bouleversé ma vie et d'une certaine manière, mon regard sur le monde, mon regard sur moi-même a été totalement bouleversé. Donc à partir de là, je dis pas aux gens, faites comme moi, rejoignez-moi dans le soufisme, etc. Non, par contre, je dis aux êtres, trouvez la chose spirituelle, trouvez la spiritualité. Trouvez la spiritualité, trouvez le vêtement spirituel qui vous correspond. Et une fois que qui vous correspondent, et une fois que vous avez trouvé ça, cheminez réellement pour de vrai. Pas juste dans des, pas juste en surface. Pas juste de la manière dont nous vend la société moderne, nous vend la méditation ou le yoga ou le truc où c'est cool. Non, mais vraiment dans cette idée, comment, comme dit... comme cette citation de Wittgenstein qui est si importante pour moi dans ma vie, c'est que cette idée de la meilleure des choses qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même. Comment concrètement cette spiritualité-là va être opérative dans ma vie, concrètement. Et ça, j'ai envie de dire, ce qui est bien dans la société moderne, c'est que véritablement on a accès à tout. Donc, pour peu qu'on ait véritablement envie, eh ben on peut avoir accès à une véritable et une authentique spiritualité qui est vraiment transformatrice. Et je connais déjà ta réponse, mais je vais te poser la question quand même. Est-ce que tu penses que la spiritualité doit forcément être religieuse, quelque part ? Non. La spiritualité, en fait, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est opératif, ce qui marche. Et donc, il faut trouver que chacun trouve ce qui marche pour lui. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la spiritualité, ça va au-delà de toute forme. Et la religion est une forme. Par contre, si on est dans une démarche religieuse, pour vraiment cheminer réellement, spirituellement, et ben là, pour le coup, on a besoin d'un ésotérisme et qui est en lien à la religion, réellement. Mais après, si on est dans autre chose, eh ben on n'a pas nécessairement besoin de la forme religieuse. Tout dépend de l'endroit où on se trouve pour cheminer, en fait, de ce qu'on aura choisi comme, entre guillemets, méthodologie de cheminement. Et à partir de là, pour certains, il y a la forme religieuse qui rentre en jeu et pour d'autres, non. Mais c'est vrai que le soufisme, enfin, moi, tu vois, je suis athée. Enfin, en tout cas, je me suis jamais vraiment intéressé à l'islam. Par contre, je me suis un petit peu intéressé au soufisme, et c'est vrai que c'est une partie de l'islam qui est incroyablement profonde en termes de sagesse. Enfin, j'ai vraiment cette sensation. Mais en réalité, de l'extérieur, j'ai envie de dire. Tu sais, Greg, en réalité, parce que c'est encore une fois mal nommer les choses, etc. C'est que en réalité, l'islam et le soufisme, ça va ensemble. C'est pas séparé. En fait, ça va vraiment ensemble. Mais comme on est justement dans un monde où il y a des démarches qui sont de véritables, pour le coup, des hérésies, des choses vraiment... c'est-à-dire que, par exemple, l'islam politique, ça n'existe pas. C'est une émanation du monde moderne. C'est un monstre, en fait. Et ce monstre qui ensuite donne le terrorisme, etc., l'intégrisme, tout ce que tu veux. La réalité de l'islam, c'est Jalal-ad-Din Rumi, c'est Ibn Arabi, c'est des chantres de l'amour universel. Ce n'est que ça. Et ça, c'est l'islam. Hors de ça, eh ben, on est dans autre chose. Et c'est vrai que
comme si tu veux, dans les termes, il y a des sortes d'abus, etc. Alors, les gens ont fait cette séparation entre l'islam et le soufisme. Or, c'est la même chose. Ça va ensemble. C'est pas un côté ou une branche de l'islam, c'est le cœur de l'islam. Et on peut pas séparer, j'ai envie de dire, le corps et l'esprit. Ça fonctionne pas. L'esprit seul, ça fonctionne pas, et le corps seul, ça marche pas. Et c'est ça, l'islam et le soufisme. C'est l'équivalent du corps et de son esprit. Et tu dis ça, et en même temps, en France, on voit bien qu'il y a une peur, et tu as fait tout un chapitre sur la peur, mais dans ton livre, et il y a une peur de l'islam, il y a une peur des musulmans en France qui s'est agrandie évidemment avec l'intégrisme. Ouais. Quand tu parles de réconciliation, tu vois, qui est le titre de ton livre, est-ce que tu penses que c'est aussi cette réconciliation entre les peuples, enfin, en particulier sur les croyances, mais j'imagine que c'est plus large. Qu'est-ce que tu envisages dans la réconciliation ? Il y a un processus aussi dans la réconciliation. C'est que d'abord, il s'agit de se réconcilier soi et soi-même, j'ai envie de te dire. Avant toute forme de réconciliation, il y a celle-là. C'est-à-dire être en paix avec soi. Si on n'est pas en paix avec soi, si on n'est pas réconcilié avec soi-même, on peut pas être en paix avec qui que ce soit d'autre. On peut pas être en paix avec l'autre. On peut pas. La paix des nations, ça veut rien dire. Et c'est en ce sens-là où, tant qu'on n'aura pas fait au préalable, même si on le fait en même temps, mais de toute façon, il y a cette idée de processus, c'est tant qu'on n'aura pas fait le travail sur soi, en tant qu'individu, soi et soi-même, soit en se regardant dans la glace, en fait, on pourra pas se réconcilier. On se réconciliera avec personne, ni avec soi, ni avec personne d'autre. Donc, quand je parle de réconciliation, c'est de tout ça que je parle. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de voir en l'autre soi, en fait, parce qu'on n'aimera pas pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même. On ne sera pas dans une démarche d'empathie, de sympathie. On ne sera pas dans une démarche solidaire. On ne sera pas dans une démarche d'altruisme, etc., etc. Donc, en fait, il faut faire les choses. C'est comme si on était arrivé à un moment de l'histoire de l'humanité où on doit faire la révolution au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, on doit revenir au commencement. Et au commencement, il y a soi et soi-même. Et ensuite, on avance comme ça, progressivement. Et tant qu'on fera pas ça, ça sera pas possible. Un politique, tous ces gens-là, ces gens qui sont aux manettes, ces gens aux commandes, ces gens qui ont du pouvoir, etc., c'est avant tout des êtres humains. Comme dit ma mère, c'est les enfants de quelqu'un. C'est juste, c'est des humains, en fait, comme nous. Donc, ils sont pas supérieurs à qui que ce soit. Donc, eux aussi doivent faire ce travail d'introspection. Eux aussi doivent faire ce travail d'une certaine manière de se regarder en face et de voir est-ce que eux, l'endroit où ils se trouvent, est-ce que c'est en phase avec ces idéaux positifs, ces idéaux de cette possibilité de faire du lien, c'est l'idéal d'amour, l'idéal de dialogue, etc., etc. Donc il y a ce travail au préalable. Et tant qu'on fera pas ce travail, en fait, on n'y arrivera pas. Ça, c'est pas possible. Comment dire, c'est presque, ça sera presque physiologiquement pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais, non, je comprends complètement. Est-ce que tu crois que cette crise sanitaire, elle marque une rupture de société enfin, tu vois, c'est Jean Viard, le sociologue, qui dit ça, qu'en fait, c'est une rupture de société comme l'était la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la Révolution française, et que c'est un moment historique finalement qu'on est en train de vivre, et que ça peut être l'opportunité justement de créer cette rupture, enfin de créer, en tout cas d'utiliser cette rupture pour faire passer ce monde d'une société moderne à postmoderne quelque part. Ouais, est-ce que tu penses que ça peut faire rupture? Totalement. Et c'est pour ça que des gens comme moi et d'autres ont fait en sorte vraiment de marquer ce moment. Mais vraiment de le marquer au maximum. Moi, si tu veux, jusqu'à présent, j'étais pas encore, si tu veux, bon, évidemment, je suis un artiste et je m'engage pour différentes causes et tout, mais j'avais pas encore structuré de manière concrète ou en tout cas objective toute cette démarche-là. Tout ce que je suis en train de faire. Bien sûr, j'écris, bien sûr, je fais de la musique, bien sûr, toutes ces choses-là, mais si tu veux, l'idée, c'était vraiment, c'est pour des gens comme moi de transformer ce moment en opportunité réel pour justement réfléchir à ces questions-là et construire. Et c'est en ce sens-là que avec d'autres, on a monté et créé et travaillé autour du projet Aya, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce mouvement qu'on a envie de créer, où cette idée, c'est de fédérer des créatrices et des créateurs
pour qu'ils puissent dire les choses, pour qu'ils puissent reprendre d'une certaine manière leur destin à la fois individuel et in fine collectif en main, en créant ensemble, en créant des passerelles entre différents artistes, etc. Et in fine, créer un écosystème culturel qui permettrait ça justement par le canal le fait de raconter des histoires à la fois par le cinéma, par la musique, par l'édition, par toutes ces choses-là en tout cas, faire se rencontrer les artistes et pour le coup donner concrètement les outils du changement, à la fois dans la manière dont on est organisé et à la fois dans la manière dont on produit artistiquement les choses. Et donc voilà, donc pour moi, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, eh ben peut-être que j'aurais pas fait ça. Et ça, pour moi, chacun, partout où nous tous on se trouve, eh ben ce moment-là, on doit le transformer en opportunité. Ce moment-là, ça doit être un rappel. Ce moment-là, ça doit être comment on va faire finalement pour véritablement faire advenir ce fameux monde d'après. Donc, je rappelle, Aya, ça s'écrit H-I-Y-A, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, l'idée, c'est, avec d'autres artistes, de faire bouger la société, si je totalement, comprends ce que tu dis. C'est-à-dire réfléchir précisément à toutes ces femmes et ces hommes qui sont à la périphérie, qui créent à la périphérie, qui font un pas de côté, qui prennent de la hauteur sur la société dans laquelle on vit, etc. Et ben réunir ces créatrices et ces créateurs, réunir ces artistes et leur donner la possibilité de créer. Et donc voilà, donc on pousse dans rapport à cette structure. On a déjà un journal papier, on a sorti le numéro 0, là on travaille pour sortir le journal papier, le numéro 1. On a un site internet, ce site internet qui est aussi une web TV, et on donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas habituellement, qui essayent de pousser dans différentes disciplines, dans différents domaines, faire entendre une voix singulière, une voix autre, mais toujours une voix qui veut faire du lien, une voix qui veut finalement changer le monde. Et donc voilà, donc on fait ça. On a lancé aussi un crowdfunding justement pour nous aider par rapport à ça. Et voilà, donc j'invite tout le monde à aller sur ma page Instagram. Il y a un peu sur ma bio, on clique, il y a le lien, et puis venir et nous soutenir, et voilà. Je trouve que c'est alors il y a plusieurs choses qui tu vois, qui résonnent évidemment. D'abord, ce que tu dis sur les artistes, je trouve que c'est un énorme message, pas d'espoir, j'ai pas envie de dire d'espoir, mais je trouve que c'est, tu vois, ça permet de remettre à l'honneur les artistes au sens où tu les décris. Ouais. Et après, quand tu dis, tu vois, toute la manière dont tu vois le monde, etc., évidemment, ça résonne beaucoup avec la manière dont moi, j'envisage le monde aussi. C'est pour ça que sur ce podcast, je traite de plein de sujets qui, a priori, n'ont rien à voir et qui, en fait, pour moi, ont évidemment tout à voir, parce que c'est sûr que la géopolitique, le féminisme, le lien à soi, je sais pas, le travail, l'évolution de la ville, tout ça, c'est lié, en fait. Et donc, j'aime beaucoup cette vision. Pour revenir sur les artistes, tu as un chapitre entier dans ton livre où tu parles de Juliette Gréco, et je me suis dit que c'était aussi beau de lui faire un hommage en parlant ici. Pourquoi tu fais référence à Juliette Gréco, et est-ce que c'est pour toi une forme d'expression de cette réconciliation? Totalement. C'est pas un simple hommage. C'est pas je t'aimais beaucoup, Juliette, et je veux parler de toi. En fait, c'est pas un truc. Ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, évidemment, il y a ce rapport personnel à Juliette. On s'est fréquenté pendant 15 ans. On était hyper proches. C'était quelqu'un que, en tant qu'être humain, j'admirais énormément, etc., etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi un personnage symbolique. C'est quelqu'un. On est au sortir donc on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelqu'un, finalement, qui va faire bouger la société. C'est un artiste. C'est une artiste qui va faire bouger la société et le monde en étant qu'artiste. Et donc, du coup, c'est vraiment la quintessence, c'est vraiment de ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, dans comment un artiste, une artiste peut faire bouger le monde, réellement. Donc, si tu veux, lorsqu'elle décide, juste précisément, elle, de ne pas être dans le divertissement, c'est-à-dire de chanter les grands auteurs et les grands poètes, lorsqu'elle décide elle devient finalement, et c'est la première fois, je crois que c'est la première et la dernière fois qu'on a vu ça, elle est devenue comment dire, l'égérie ou le symbole ou la représentante d'une philosophie. C'est incroyable, c'est-à-dire elle était l'étendard d'une philosophie. Elle a bouleversé le regard des femmes sur elles-mêmes. À un moment, elle a été, si tu veux, elle était l'exemple de la liberté. Elle était la manifestation, l'actualisation de la liberté. Elle était une forme de contestation réelle, concrète.
Elle était tout ça en même temps. C'est-à-dire, c'est incroyable, cette femme. Et pour moi, on a besoin de modèles et de référents. Parce que, tu vois, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, voilà, un artiste peut faire bouger la société, voilà le rôle de l'artiste, etc. Mais on a besoin que ce soit incarné. Sinon, c'est juste des paroles, on dit des choses, mais il faut nous donner des exemples. On a envie de voir des gens. Et ben, Juliette, c'est l'un de nos exemples les plus brillants, si tu veux, sur tout ce que je suis en train de dire, sur comment un artiste, quelqu'un toute seule qui ne représente pas des millions de ventes, qui ne représente pas, j'ai envie de dire, le fait de se vendre en tant qu'objet d'une certaine manière. Etc. Tout ce qui représente la méthodologie entre guillemets du monde moderne, capitaliste, etc., etc. Elle rentre pas du tout dans ces clous-là, et pourtant elle influence la société plus que n'importe quel artiste qui aurait vendu des millions, qui aurait été une sorte de figure comme ça, encore plus comment dire, reconnaissable entre guillemets qu'elle. Et c'est de ça qu'il est question, c'est de ça que je parle. Et c'est comme ça qu'un artiste, qu'une artiste peut changer le monde. Et donc j'ai envie de te dire, moi, elle a été ma marraine. Elle a été une forme de mentor pour moi. Donc je l'ai vue en mouvement. J'ai vu qu'il n'y avait pas de décalage entre l'image qu'on avait d'elle et la personne qu'elle était réellement. Donc c'est un vrai exemple, c'est un vrai modèle. Et c'est fou parce que, enfin, je me souviens plus, tu l'expliques dans le livre comment tu l'as rencontrée, mais moi j'ai pas, enfin, tu vois, j'ai redécouvert entre guillemets Juliette Gréco à travers tes écrits parce que moi j'avais pas du tout cette image de Juliette Gréco, et je sais pas est-ce que toi tu avais cette image avant de la rencontrer ou c'est en la côtoyant que tu as compris son mode de fonctionnement et cet engagement qu'elle avait. En fait, si tu veux, la manière dont j'ai été introduit au départ à Juliette. Du coup, comment dire, je pensais déjà qu'elle était comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est assez simple. Enfant, ma mère, elle avait une sorte de rituel, c'est que tous les dimanches, c'était chanson française. Donc, moi, comme je le dis en blague, mais c'est un peu réel, moi, je suis né dans une fête africaine. Donc, c'était... mes parents sont originaires du Congo-Brazzaville, donc nous, c'était... voilà, c'est cette musique-là, c'est cette culture-là c'est ce rapport au monde, la joie, la fête, la religion, enfin toutes ces choses-là. Mais le dimanche, c'était chanson française. Donc, elle mettait toute la journée, elle pouvait te mettre du Jacques Brel, elle pouvait te mettre même du Dalida, même de toutes ces choses-là, enfin tout, du Léo Ferré et Juliette Gréco aussi. Donc, si tu veux, dans tout ce qu'elle me faisait écouter de ce qui était des artistes qui disaient des choses d'une certaine manière, je m'étais rendu compte en fait que tous ces hommes de Brel, Ferré, Brassens, Mouloudji, enfin tous ces gens-là, eh ben c'était des hommes. Et il y avait Gréco, elle était comme eux, elle disait comme eux, elle avait vibratoirement la même force qu'eux. Donc ce qui fait que avant même de la connaître ou de me plonger dans sa carrière, dans qui elle était, etc., j'avais déjà ce rapport à une femme qui n'était pas entre guillemets réduite au fait qu'elle soit femme. Et qui ne singeait pas les hommes. Elle était elle, c'était Juliette Gréco. Et plus tard, j'ai appris que le rapport qu'elle avait avec Ferré, Brassens, etc., Brel, qui eux ont vécu dans une société qui était finalement très macho d'une certaine manière. Et ben ils disaient, quand on leur parlait de femmes, on le disait, mais Juliette c'est une femme. Ils disaient non, Juliette c'est l'un des nôtres. C'est-à-dire qu'elle avait dépassé cette idée d'être réduit à un sexe d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, elle a préfiguré ce que la femme d'aujourd'hui. Donc ça, je l'ai découvert après. Mais déjà, j'ai été introduit à elle d'une certaine manière vibratoirement comme. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, aujourd'hui et c'est pour ça quand tu dis tu la connaissais pas comme ça, parce que c'est acquis d'une certaine manière, même si évidemment il y a le combat féministe et tout, et c'est un combat légitime et qu'on doit mener, etc. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, on se rend pas compte qu'il y a pas si longtemps, eh ben, être une femme libre, être une femme debout, une femme révoltée, une femme qui soit pleine, eh ben, en fait, c'était presque être un extraterrestre, en fait. Et Juliette Gréco, elle a été, comme on dirait en bon français, le blueprint de toute une génération de femmes qui allaient advenir, qui allaient venir, en fait. Et c'est ça, Juliette Gréco. Et donc, pour moi, elle mérite qu'on rappelle ça. Et moi, ça me fait plaisir quand tu me dis, ben, je la voyais pas comme ça et je t'ai lu et ben, ça, je voudrais que la plupart des gens qui se sentent concernés, en tout cas, par
le monde dans lequel on vit, comment on peut faire bouger les choses et tout. Ben s'ils découvrent ça par moi, qui découvre Juliette Gréco, et ben je trouve que c'est super en fait. C'est un honneur pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'entendent et qui vont vouloir aller réécouter. Enfin, moi, je fais partie de ces personnes, en tout cas, qui me disent faut que je la réécoute, en fait, simplement, pour réactualiser ma pensée, peut-être pas ma pensée, mais en tout cas la manière dont je l'envisage et voir et c'est quelque part c'est assez beau et c'est pour ça que je parlais de lui faire un hommage parce que quelque part c'est aussi tu vois la garder vivante bien sûr. Le fait d'être vivant c'est d'abord parce que les gens pensent à toi avant toute chose. C'est pas une question de il y a l'incarnation dont tu parlais tout à l'heure mais une fois partie c'est le fait que les gens pensent à toi tout simplement. Ouais, complètement. Mais encore une fois elle fait aussi partie pour moi elle fait partie des choses à transmettre. C'est-à-dire que, évidemment, elle est partie, elle est plus là, bien sûr, mais ce qu'elle a fait, ce qu'elle a représenté, j'ai envie de dire, dans son passage, dans ce monde, eh ben, on doit le transmettre. Comme on transmet, vraiment comme on transmet, je sais pas moi, ce qu'a dit Platon, où on va transmettre, et pour moi, on doit transmettre Juliette Gréco, vraiment. Et c'est hyper important pour tous les petits garçons et toutes les petites filles d'aujourd'hui. C'est hyper important. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de faire France. Je me demande, aujourd'hui, la France, on le voit à cause sans doute des réseaux sociaux, mais aussi des médias, elle est totalement fracturée. Comment, enfin, et je sais, dans le livre, on te reproche ton passage à l'islam, et en fait, tu l'expliques en tout cas, et du coup, on te dit, mais t'es pas vraiment, t'es pas, enfin, peut-être pas patriote ou je sais pas exactement quand je me souviens plus des mots que tu utilises mais on te reproche en tout cas ça. Comment on réconcilie justement ces personnes qui sont dans la peur, tu vois, on a parlé tout à l'heure de la peur. La peur c'est le sentiment le pire parce que s'il y a de la peur il y a plus rien. La peur ça détruit tout finalement. C'est terrible. Comment on réconcilie ça, tu vois? Est-ce que c'est ce que tu dis c'est à travers la culture, mais alors comment on fait mouvement est-ce que c'est par ton projet Aya et comment on développe ce mouvement en fait? Est-ce que c'est, tu vois, en parlant sur des podcasts comme celui-là, comment ça se développe selon toi? Déjà on revient au commencement. Tu auras peut-être compris ma méthodologie, comment je fonctionne. C'est juste se poser la question, qu'est-ce qu'être français? Partir de ce postulat-là. Et à partir du moment où on a défini ce qu'être français, et ben être en phase avec ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer l'esprit des Lumières, l'universalisme à la française, etc., etc. Et derrière, on va t'empêcher les migrants, on va te faire des lois liberticides, etc., etc. Tu vois, on peut pas, ça fonctionne pas comme ça. Ça s'appelle de l'incohérence. Donc une fois ou être dans des partis d'extrême droite, etc. Quand dans ton pays, tu as eu une figure comme le général de Gaulle et tout d'un coup tu dis Marine Le Pen a raison, par exemple, et tu dis je suis français, ça fonctionne pas. Et c'est en ce sens-là où il faut revenir au commencement. Et quand la France, à un moment donné, se dit la fille aînée de l'Église, qu'est-ce que ça implique? Parce que quand elle s'est dit la fille aînée de l'Église, c'était pas pour aller, c'était parce que tout d'un coup, on est aussi en train de parler de solidarité, on est en train de parler de charité. On parlait d'ailleurs de charité chrétienne. Et on peut pas être dans cette démarche-là et en même temps agir, j'ai envie de dire agir en tout cas philosophiquement comme des nazis. Ça marche pas en fait. Donc c'est une question de cohérence. On revient au début, on se dit ok, qu'est-ce qu'être français? Une fois qu'on a défini ça, une fois qu'on a défini que l'esprit des Lumières, ça veut vraiment dire quelque chose, que l'universalisme, ça veut vraiment dire quelque chose, que cette France, le pays des libertés, le pays qui accueille, le pays ouvert, le concept de laïcité qui n'est pas un concept fermé, mais un concept ouvert, qui est un concept pour faire du lien et non point pour séparer. Une fois qu'on a défini, j'ai presque envie de te dire, en termes de concept, tout ça, eh ben, on se met en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est comme tu l'as dit, c'est Vlan, c'est Aya, c'est des artistes qui se mettent ensemble, qui essayent de faire bouger les choses, c'est des femmes et des hommes, c'est se battre contre toute forme d'injustice, c'est être féministe, etc., etc. Tu vois? Et tout découle naturellement. Donc, encore une fois, il faut faire la révolution, il faut revenir au commencement. D'une certaine manière, il faut qu'il y ait la fin d'un monde
qu'il y ait un autre monde qui advienne. Et cette fin d'un monde, c'est à la fois le monde global, une certaine vision, j'ai presque envie de te dire une certaine culture, mais aussi la fin de son propre monde, c'est-à-dire une vision à nos propres peurs, nos propres limitations, etc. Tout ce qui nous empêche en tant que femmes et d'hommes de rayonner en tant qu'êtres. Et c'est ce cheminement-là. Et là, on va changer les choses. Mais pour moi, ce mouvement, on est en mouvement. Certes, on peut être impressionné par ce qui se passe à côté, par la situation du monde. Tu as parlé de la fracture et tout ça. On peut être impressionné par tout ça. Mais encore une fois, il suffit d'une seule ou d'un seul. Et l'histoire de notre pays nous montre ça. Notre capacité d'adaptation. C'est cette capacité, cet esprit comment dire, cet instinct de survie. Cet instinct d'avancer positivement ensemble, ça existe, c'est là. Et c'est à nous de magnifier et de faire que cette étincelle devienne une petite flamme et de cette petite flamme d'en faire un brasier. Et tu as utilisé le mot d'universalisme, et moi je m'intéresse beaucoup en ce moment aux peuples racines, qui soient... Bon, il y en avait en Europe, évidemment, mais aujourd'hui, on les retrouve beaucoup plus, tu vois, en Amérique latine, sur le continent africain. Tu vois, je pense aux Orishas, en particulier au Brésil, mais en fait, il y en a beaucoup. Et l'universalisme, quelque part, en tout cas européen, français, a cassé ça. C'est-à-dire qu'on a été... on a eu cette idée que faire société, une civilisation, d'ailleurs on parlait des sauvages, c'était d'être comme nous. Et alors que moi j'ai l'association, en tout cas au regard que j'ai aujourd'hui de la société, en particulier de notre civilisation, que c'est nous les sauvages, c'est pas eux, et qu'on a à apprendre aussi de ces personnes-là. Est-ce que ça s'oppose pas finalement à cette notion d'universalisme ? En fait, je pense pas, parce que cette notion d'universalisme, ce mot même a été traversé par des pensées autres que que celles premières de l'époque des Lumières. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai envie de dire, on a eu Aimé Césaire, on a eu Édouard Glissant, on a eu plein de gens, on a des gens comme Pierre Rabhi, on a eu plein de gens qui ont, même Edgar Morin, enfin, on a eu plein de philosophes, si tu veux, qui ont complexifié, mais d'une certaine manière ramené dans le réel du monde dans lequel on vit, cette notion d'universel et d'universalisme. Donc, quand je parle d'universel, il faut comprendre que derrière moi, d'une certaine manière en creux, il y a aussi cette notion est travaillée par Édouard Glissant, par, j'ai dit Aimé Césaire, etc., par la poésie de Chamoiseau, etc., etc. Et ça, c'est une vision justement, pour le coup... comme aurait pu dire Césaire, noir, comme un département de l'humanité. C'est-à-dire cette possibilité à la fois comment dire, de nous voir en tant qu'humanité, la complexité, mais en même temps la singularité de chacun. Et ça passe aussi à la fois d'un point de vue individuel, personnel, mais aussi rapport au peuple. Rapport aux différents peuples, etc. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre et entendre ce que je dis quand je dis universel ou universalisme. Mais c'est pas juste ce que je dis moi, c'est l'évolution d'un mot travaillé par des penseurs. C'est aussi simple que ça. Pour rappel, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Édouard Glissant et Aimé Césaire, mais ce sont des artistes antillais, donc il y a ça, et qui étaient pour le coup vraiment des artistes au sens où tu l'entends, et qui étaient extrêmement engagés. C'est ça, c'est-à-dire, en fait, c'est des intellectuels qui se sont vécus et qui ont participer au monde, à la réflexion dans le monde en tant que poète et artiste, etc. Et ça, c'est précisément pour dire ce que je disais tout à l'heure, comment un artiste change le monde, comment un artiste travaille le monde, le fait évoluer, etc. Et donc voilà, là on a des figures flagrantes de cette de ce mélange des genres, un peu ce que tu disais tout à l'heure, où dans le podcast tu accueilles des gens de différentes disciplines, j'ai envie de dire, mais en réalité ça concerne l'humaine condition, donc tout est lié. Complètement. Et tu parles aussi dans le livre de
pathologie mentale comme nouvelle normalité. Ouais. Je sais pas. Enfin, moi je trouve que effectivement, et tu le lis de manière, et je crois que chacune le vit vraiment dans sa chair. C'est-à-dire que, en particulier avec ce confinement qui n'en finit plus, on développe des pathologies mentales. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on a encore assez mal estimé, les problèmes mentaux que ça va générer. Qu'est-ce que toi tu entendais par ça, c'est-à-dire pathologie mentale comme nouvelle normalité? J'entends ce que tu es en train de dire, mais je généraliserai. C'est-à-dire que là pour le coup, on a une sorte de pic, il y a un traumatisme lié à la crise sanitaire, etc. Mais si tu veux, il suffirait finalement qu'on change la mentalité générale, et en fait on change le monde. Et parce que cette mentalité est, d'une certaine manière, elle est, elle est malade de paradoxes, malade de la peur, malade d'être européano-centré, malade d'une vision racialiste ou racialisée, etc. Et je pourrais énumérer. C'est pour ça que les choses vont mal. Mais à partir donc en réalité, même dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la normalité, c'est, disons, quand on est dans un cadre hors crise, hors problème, on va dire, si tant est que ça puisse exister, mais quand on est dans un moment normal, et ben même dans le moment normal, on pense pas comme on devrait penser d'une certaine manière, parce qu'on est influencé par des choses qui sont des choses négatives d'une certaine manière. Donc en fait, quand je parle du mental, on doit étendre même la notion même de pathologie mentale. On devrait réfléchir à ça, on devrait penser ça, mais d'un point de vue plus large. On devrait se dire finalement, c'est quoi la normalité en termes psychologiques, psychiatriques, etc. C'est quoi la normalité? Rapport à notre psyché, rapport au psychisme, rapport à notre mentalité. Qu'est-ce que la normalité? On devrait réfléchir à ça. Et penser, écrire sur ça, etc., etc. Et en faisant ça, peut-être on se rendrait compte du décalage dans lequel on est, même lorsque tout va bien, entre guillemets. Et tu sais, je pense à ton livre, le tien. Quand t'expliquais qu'à un moment donné, ton propre cheminement de vie, tu voyais le monde d'une certaine manière, et puis il se passe quelque chose dans ta vie, et tu dis non, en fait, il faut que je fasse bouger les choses, il faut que je vive autrement. C'est parce que tu t'es rendu compte que dans le monde d'avant dans lequel t'étais, où il y avait une forme de normalité, mais c'était pas la normalité, en fait. En tout cas, c'est comme ça que tu l'as perçu, et tu te dis, maintenant, tu veux atteindre cette normalité-là. Et pour atteindre cette normalité-là, tu dois faire des choses. Tu dois changer des choses. Tu dois arrêter des choses. Il faut une rupture d'une forme d'habitude. Et ben tout ça, de mon point de vue, voilà la réflexion qu'on devrait avoir. Et tant qu'on n'a pas cette réflexion-là, et ben en fait, la pathologie mentale généralisée est notre normalité. Et c'est exactement le travail que j'essaie de faire sur moi, et c'est le travail que j'essaie de faire à travers ce podcast. Donc c'est effectivement, effectivement. Ce podcast s'appelle Vlan, comme tu sais. Je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je te répondrai comme toujours, claquer la porte à la bêtise, claquer la porte à l'ignorance, et aller vers l'amour, aller vers le dialogue, aller vers l'empathie. Et encore une fois, lorsque je parle d'amour, c'est pas juste, même si ça inclut ça, c'est pas juste une forme de sentimentalisme. Je parle de l'amour concret, celui-là, bien sûr, mais avec tout ce que ça implique. Donc une forme d'intelligence. Une forme d'ouverture, une forme de curiosité, etc., etc. Incroyable. Merci beaucoup, Abdelmalik. Merci à toi, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.